Aujourd'hui, je te propose un délicieux moment partagé avec Margot qui a un tout petit bébé de 2 semaines dans les bras. Elle nous raconte la naissance de sa 3e merveille qu'elle a accueillie elle-même lors de sa venue au monde. Elle nous parlera également de la pression qu'elle a vécue en lien avec la fameuse date probable d'accouchement puisqu'elle a donné naissance à presque 42 semaines à ses 3 enfants. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Ça a été mon accouchement le plus facile, mais le plus difficile émotionnellement, tu vois. Je pense que ça m'a fait réaliser plein de choses, puis surtout le après. C'est comme si, pour les 2 autres, il y avait eu cette puissance d'enfanter qui m'avait animée après. Tu vois, j'avais surfé vachement là-dessus en me disant, je l'ai fait, de manière physio, comme je voulais. Et là, ce 3e accouchement, c'est comme si je m'étais déçue. Alors que pourtant, j'ai fait un accouchement physio, comme je voulais aussi. Et donc, il a comme fallu, avec Alex, mon amoureux, que je réécrive un peu, tu vois, mon histoire d'accouchement, parce que il m'a dit, mais Margot, t'as été extraordinaire, t'as été super, tu gères hyper bien, mais là, je veux dire, t'étais la reine de la contraction, presque, tu vois, enfin, tu gérais hyper bien et tout. Mais moi, j'ai pas vécu de la même manière. Et pourtant, effectivement, avec le recul, là, je peux te dire, ouais, c'est l'accouchement, entre guillemets, le plus facile physiquement, tu vois, que j'ai fait. Donc, c'est marrant. Est-ce qu'avec le recul, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en lien avec ça? Je pense que déjà, le fait que la 3e grossesse a été la grossesse la plus compliquée émotionnellement aussi. Une première grossesse, on n'a que soi à s'occuper. La 2e, il y a l'enfant qu'on a, puis la grossesse. Puis la 3e, il y a le reste de la vie, les enfants et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'état dans lequel tu arrives à l'accouchement après ta grossesse impacte énormément, en fait, le filtre que tu vas avoir par rapport à ça. Puis c'est une grossesse où j'ai eu extrêmement peur d'accoucher prématurément parce que justement, j'avais demandé tellement à mon corps et à ma tête que je me disais, c'est pas possible, je tiendrai jamais. Et là, j'accouche à 41 plus 5 et j'accouche à 23h30. Donc, à 30 minutes après, ça aurait été 41 plus 6, tu vois, on était vraiment sur la fin de la fin de la fin. Et enfin, personne n'y croyait que j'allais accoucher quasiment au terme finalement. Et moi non plus, en fait. Donc, je pense qu'il y a eu ça aussi, ce moment où je disais, c'était pas possible. Puis, tout le monde me disait, le 3e accouchement, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que soit c'est très court, soit c'est très rapide. Mais moi, j'avais déjà eu 2 accouchements, surtout le 2e, qui avait été très long. Et les sages-femmes m'avaient dit, oh, ton 2e accouchement, il ressemble à un 3e. Tu sais, ça part quand même assez bien. Puis finalement, il y a une énorme longueur et tout. Puis le bébé était en postérieur, c'est un gros bébé. Donc, il y a plein de choses qui ont expliqué que c'était très long, mais elles m'ont dit, ça ressemble à un 3e. Donc, ce qu'on me disait un peu à demi-mot, c'était, mais t'inquiète, le 3e, ça va être super vite, ça va être génial. Tu vas avoir ton accouchement un peu express. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça, du coup. Le fait de pas savoir aussi sur quel pied danser, d'être un peu dans le, ok, je vais accoucher peut-être plus tôt, finalement j'accouche hyper tard, la grossesse qui a été plus difficile. En fait, pendant l'accouchement, j'ai été tannée. À un moment donné, j'ai dit, Alex, bon là, ça suffit, hein. J'en ai marre d'avoir des contractions. J'arrivais plus à gérer la douleur. Est-ce qu'on peut juste accélérer un peu, les gars, pour que le processus se lance? Parce que je pense que j'avais tellement envie de rencontrer ce bébé. Je gérais quand même assez bien les contractions. J'avais juste envie, tu vois, que ça avance. Donc, en fait, j'étais vraiment tannée. C'était vraiment ça, j'en avais juste marre. Donc après, j'ai beaucoup culpabilisé. Une fois qu'elle est arrivée, je me suis dit, ah, mais t'as même pas profité de cet accouchement-là comme t'aurais pu. Et en même temps, si, j'ai profité de tout l'accouchement. Je lui parlais. C'est quand je sentais que j'avais une contraction qui appuyait bien sur mon col. Je disais, oh, bravo, mon bébé, super. Tu sais, on ouvre le col. Tu sais, je lui parlais beaucoup. On a fait de l'autonomie pendant cette grossesse. Donc, tu sais, des fois, je mettais même ma main au niveau de ma vulve, au niveau de mon col. Enfin, c'était pas vraiment mon col, mais moi, j'imaginais que c'était mon col. En lui disant, tu sais, viens par là, c'est super, tu sais, appuie bien et tout. Donc, j'ai été hyper connectée avec elle pendant tout l'accouchement. Mais j'étais tannée. La fameuse pression de la date probable d'accouchement, Margot. Mon Dieu. Je te dis ça puis ça me rend émotive parce que je repense à dans quel état t'étais dans les jours précédents la rencontre avec ton bébé. Ouais.
comment t'as fait pour te rendre à presque 42 semaines et comment t'as fait pour jongler avec toute la pression qui venait de partout autour de toi? Et c'est la 3e fois que je le fais, en plus. La première fois, pour ma fille, ça a été pour accepter. Je pense que j'ai dû faire le deuil de mon accouchement physio. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, c'est pas grave. Tant pis pour l'accouchement physio. Je vais être déclenchée. L'important, c'est le bébé. C'est qu'il soit en bonne santé, etc. Puis finalement, avec les sages-femmes, on avait fait un marathon. J'avais bu des lactés, j'avais fait du tire-lait, j'ai monté des escaliers. On a fait le stripping, l'amour, les dates, bref, la totale, l'acupuncture, tout ça. Et puis, ça a marché. Donc, les 2 fois, là, d'après, je savais qu'il y avait une manière naturelle de déclencher. Donc, en fait, tant pis pour le déclenchement, mais on va le faire selon mes termes. Et ça m'a vachement aidé à accepter la pression autour. Parce que c'est vrai que là, pour cette grossesse-ci, le premier monito que j'ai fait à l'hôpital, on était à 41 plus 3. Le médecin, il m'a parlé 5 fois, là, il faut que vous preniez rendez-vous pour votre déclenchement. J'étais à on est à 41 plus 3, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer. J'ai un suivi sage-femme, c'est mon 3e. J'ai tout le temps accouché physio par voix basse. Venez pas m'embêter. Mais j'avais cette confiance parce que je savais aussi que ça avait déjà marché 2 fois, en fait, de déclencher. Alors, c'est un déclenchement quand même, hein, mais au moins c'est naturel. On essaye de respecter le plus possible la physiologie dans ce déclenchement-là. Donc, je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée à me dire, on va dépasser, c'est pas grave. Et le monito à l'hôpital, il est quand même bien parce que on te dit que le bébé va bien et que tu as assez de liquide amniotique. Donc ça, c'est aussi rassurant parce que je pense qu'il y a tout le temps un peu le côté que j'ai beaucoup eu pendant cette grossesse. Est-ce que mon corps va me lâcher? Parce que je lui en demande beaucoup. Est-ce qu'il va être capable d'enfanter lui-même et tout machin? Et là, le fait de faire ce check à l'hôpital, je pense qu'il faut le faire aussi de manière positive, de se dire, ouais, trop cool, j'ai assez de liquide, le bébé va bien. Ça m'a donné confiance aussi en me disant, en fait, moi, j'ai un corps qui fait des bébés. Je pourrais les mettre au monde à 43 semaines. Et c'est comme ça. Puis après aussi, mes 2 derniers accouchements, les sages-femmes, elles regardent le placenta, elles regardent si tout le placenta est sorti, puis elles regardent l'état du placenta. Et j'ai jamais eu de placenta calcifié, alors que j'accouchais à quasiment 42 semaines. J'ai accouché 41 plus 5, 41 plus 6, 41 plus 4. Donc on est vraiment sur du 42. Et à chaque fois, on me disait, il n'y a même pas un début de calcification. Donc de vraiment me dire, pour répondre à la question finale, tout va bien. Et je peux avoir confiance dans mon corps. Ça m'a vachement aidé. Et est-ce que des choses que tu as mis en place concrètement? Je me souviens, la veille de ton accouchement, on s'est parlé. Ouais. Et c'était difficile pour toi. Qu'est-ce que tu as fait concrètement là, pour celles qui nous écoutent et qui vont se retrouver exactement dans cette situation-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. J'ai écrit beaucoup à mon bébé et j'ai fait de la méditation. Puis c'est la méditation que tu m'avais suggérée. Ça m'a vachement aidé à me recentrer effectivement sur ce bébé. Puis c'est vrai qu'en plus, comme c'était le 3e, on se disait, alors les enfants à la garderie, quelle heure ce serait mieux d'accoucher? Puis à un moment donné, tu pars dans ta tête, puis là, c'était par rapport à la garderie et par rapport à la garde des enfants, mais effectivement, quand on est rendu à 41 et plus, je veux dire, on est tout le temps dans notre tête. Donc en fait, ça marche pas, puisqu'il faut effectivement se ramener à notre cerveau mammifère. Donc la méditation et écrire au bébé. Et écrire au bébé, ça m'a vachement fait bien parce que t'écris vraiment tout ce qui te passe par la tête, donc tu pleures, tu libères aussi des choses, des peurs un peu, des angoisses. Est-ce que tu as gardé ces lettres-là pour Éléonore plus tard? Oui, je les ai gardées. J'ai fait ça pour les 3, puisque les 3, j'ai un carnet par enfant. Je leur écris des petits mots de temps en temps. Au début, je leur écris beaucoup quand ils viennent de mettre, parce que vous êtes tellement beaux, c'est incroyable, merci la vie, c'était plein de remplis de gratitude. Puis après, ça s'espace, mais je me dis que ce sera un beau cadeau qu'ils auront après, plus tard, quand ils seront plus vieux. D'avoir des petites notes d'amour. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Raconte-nous la naissance de ta belle Éléonore d'amour. Donc, à 41 plus 3, on a fait un stripping, quand même, avec la sage-femme. Donc, on a fait le monito, ça allait bien, mais on a quand même cette date d'échéance qui est de 42. Donc, à 41 plus 3, on a fait un stripping qui n'a pas du tout marché, qui a été extrêmement douloureux d'ailleurs, parce que j'étais ouverte à 1 et le col était pas effacé, enfin, il était très peu effacé, donc plus le col est fermé et moins il est effacé, plus ça fait très très mal. Mais j'avais des Braxton Hicks quand même depuis longtemps, puis c'était pas des Braxton Hicks qui étaient pas douloureuses. Je le sentais, quoi. Clairement, ça travaillait pas sur le col, mais je sentais quand même que c'était quand même douloureux.
Le mardi, on a fait le marathon de sage-femme. Donc là, on a fait du tire-lait, des actés et j'ai monté 1 million de marches d'escalier. Puis ça, c'est super parce que le suivi sage-femme te permet de faire ça. C'est sûr que quand tu es à l'hôpital, je pense que c'est pas possible de faire ça. On avait ça le matin. Et l'après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions, mais c'était vraiment avec ça, on a déclenché un peu la latence. Donc, il y a eu cette latence qui a duré finalement toute l'après-midi, toute la nuit. Donc, très fatigant parce que t'as 3-4 contractions par heure, mais la nuit aussi, tu dors, mais en même temps, t'es quand même réveillé par tes contractions. Donc, une latence très longue. Et pour ma fille, pour le premier, quand j'avais fait ce marathon-là, la nuit, le travail avait quand même bien avancé. Donc là, moi, je m'attendais, tu vois, un peu à ça, à me dire, bon, bah, c'est super, parce qu'on a refait un stripping le dernier aussi. Donc, on a fait stripping lundi et mardi, après avoir bu et fait 1 million de trucs. Enfin, en fait, c'était de la latence, mais ça n'a pas enclenché. Ce qu'on s'était dit, c'était que le mercredi matin, on allait boire de l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin, ce principe, je sais pas si tout le monde connaît, l'huile de ricin, c'est un laxatif. Donc, l'idée, c'est que comme ça va faire contracter finalement les intestins, je pense, ça fait contracter tout le bas, quoi. Et donc, ça, c'est censé bien déclencher le travail avant de cette vidéo toilette, quand même, il faut le dire. Donc, il faut quand même être prêt à faire ça. Et c'est extrêmement dégueulasse. C'est très, 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 très mauvais. Parce que c'est de l'huile. Donc, il faut manger ça boire ça avec des trucs un peu pour que ça passe. Donc, on a fait ça. Et tu vois, ça, pour moi, c'était vraiment, dans la tête, je me disais, ça sera le dernier recours. Sauf que j'étais quand même dans ma tête en train de me dire, OK, là, on est mercredi. Demain, le jeudi, je vais être déclenchée à l'hôpital parce que là, on sera à 41+5, justement. Puis c'était le suivi de rendez-vous. Ou alors, ils vont tellement me faire... Enfin, même s'ils vont pas me déclencher, ça va tellement être l'enfer de refuser puis de quitter. À chaque fois, t'as quand même le stress de te dire, OK, il y a 3 jours, j'avais assez d'équilibrétique. Est-ce qu'aujourd'hui, j'en ai assez aussi? Donc, tout ça, ça commençait à remonter. Je me disais aussi, OK, si jamais j'attends le rendez-vous qui sera jeudi, le temps qu'on déclenche, je vais déclencher vendredi ou samedi. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui sont plus à la garderie? Encore une fois, énormément dans ma tête. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup regretté aussi, après coup. Malgré, tu vois, tout ce que j'ai mis en place, d'écrire au bébé, tout ça. Après coup, je me suis dit, putain, t'aurais pas dû, Margot. T'aurais dû garder ton bout, en fait. Mais bon, à la fin, tout s'est bien passé, donc on est quand même très reconnaissant et tout. Donc, j'ai pris l'huile de ricin le matin et j'ai commencé à avoir des fortes contractions vers midi. En fait, c'est ça qui a fait partir le travail. Et de midi jusqu'à 16h à peu près, j'ai géré mes contractions. J'étais dans ma petite chambre, dans mon petit nid que j'avais fait pour le bébé. Moi, je savais là où voulait accoucher parce que oui, le projet, c'était que j'accouche à la maison. Donc, j'avais tout préparé, ma petite chambre. J'ai géré toutes mes contractions, etc. Puis, je sentais vraiment que ça montait en intensité. Et en fait, c'est vraiment, tu vois, à chaque contraction, je disais au bébé, oui, c'est bien, mon bébé, descends, appuie sur mon col, tu sais, on est une belle équipe, bravo, encore une. Je pense que j'étais vraiment dans l'accueil, tu vois, des contractions. Parce qu'il y a toujours 2 manières de vivre la contraction. Soit tu la résistes, soit tu l'accueilles. Il y en a une des 2 qui est plus agréable, mettons. C'est d'accueillir. Puis ça marche pour tout dans la vie en vrai. Et à 16h, je savais que mon amoureux allait bientôt aller chercher les enfants à la garderie. Puis là, je l'ai appelé, je lui ai dit, je pense qu'il faudrait que tu appelles la sage-femme. C'est la fin de sa journée à elle, juste qu'elle passe, qu'elle voit. Mais je pense que le travail est quand même bien lancé. Donc la sage-femme est arrivée vers 17h, juste avant qu'il aille chercher les enfants à la garderie. Et là, tu vois, j'étais déjà à 6 cm. Donc les contractions de l'huile de ricin avaient été hyper efficaces. Et dis-moi, quand on prend de l'huile de ricin, là, concrètement, est-ce qu'au début, tu vas beaucoup aux toilettes et à un moment donné, ça s'arrête ou tu continues à avoir la diarrhée en même temps tout au long? Non, pas du tout. Tu te vides, mais tu vas aux toilettes à peu près 3 fois. Tu te vides et après en fait, t'as plus rien. Puis c'est sûr que pendant le travail, moi j'ai pas trop mangé, j'ai bu beaucoup d'eau, mais tu sais, j'avais pas très faim, donc j'ai pas réactivé finalement mon système digestif. Et est-ce que les contractions là, par rapport à tes autres naissances où il y a pas eu d'huile de ricin, avais-tu l'impression que les contractions étaient plus fortes même par la suite, ou une fois que elle a fait son effet, tu retombes dans ta physiologie normale finalement? Je pense que tu retournes dans ta physiologie normale. OK. Mais je pense que je suis pas non plus un très bon exemple parce que pour mon fils, on a déclenché le travail en perçant la poche des os. On pensait qu'elle était un peu fissurée. Donc, dès le début, j'ai les grosses contractions. Et pour ma fille, c'était le premier et on a aussi percé la poche des os finalement. Et je me souviens plus de ces contractions-là en fait. Donc peut-être qu'elles sont un peu plus douloureuses que des contractions qui se mettent en place tranquillement. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste, tu reviens dans ton corps. Donc ouais, je pense pas que l'intensité soit
énormément plus importante. Donc là, la sage-femme arrive, donc on est assis, c'est super. J'avais le streptocoque B, j'étais positive. Donc elle a placé la perfusion pour faire une première dose. Donc pour le streptocoque B, il faut avoir 2 doses à 4 heures d'écart pour que le bébé soit protégé par les antibiotiques. Elle me met ça, elle me met la perf, etc. Alex, lui, était parti chercher les enfants. Quand les enfants sont venus, je pense que ça m'a quand même un peu sorti de ma bulle quand même parce que les enfants sont à la maison, tout ça. Mais j'ai été prendre un bain pour me calmer un peu et puis rester un peu dans le noir. Puis les enfants comme ça dans le bain, ils sont là mais ils te sautent pas dans les bras non plus pour vouloir te faire plein de câlins, etc. Donc là, j'ai dû être dans le bain à peu près 20-30 minutes. Mais bizarrement, le bain, ça m'aidait pas. J'étais bloquée, j'arrivais pas à bouger. Non, ça marchait pas, c'était pas terrible. Donc je suis fini par sortir. Là, les enfants étaient dans le salon avec Alex, donc moi je suis retournée dans ma petite chambre, etc. Donc je continue à gérer les contractions. Ma sage-femme s'est dit, ok, on va appeler la deuxième sage-femme et l'assistante natale parce que elle était à 6 à 16 heures. Les contractions sont efficaces, ça va y aller, quoi. Et elle dit même à Alex, moi je pense qu'avant 21 heures, le bébé il est né, tout va bien aller, tout ça. Bon. Donc Alex, lui, fait la routine avec les enfants, il les couche, et en fait, les enfants, ce soir-là, évidemment, ne voulaient pas dormir, c'est un petit peu normal. Donc Alex, lui, était persuadé qu'il était en train de louper la naissance de son enfant, puisque il est sorti de la chambre après 21 heures, et vers 20 heures, elle est revenue vérifier, puis là, on était à 8 cm. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle disait, d'ici 1 heure, ce sera fait. Sauf qu'à 22h30, on était encore à 8. Là, ça bougeait pas. Mais je le sentais. En fait, mes contractions, elles sont pas efficaces. Ça marche pas. À un moment donné, tu le sens. Tu sens quand la contraction, elle appuie bien sur le col, et tu sens quand la contraction, c'est juste une contraction, mais ça marche plus, quoi. Et c'est finalement entre, je pense, 19h et 22h30, où c'est pour ça que je disais, j'en ai marre. Je suis tannée. Je suis dans mes contractions, je suis dans ma douleur. J'essaie de déconnecter avec le bébé, mais je comprends que ça n'avance pas. J'essaie de changer de position, ça marchait pas. Le bain, tu vois, ça m'avait pas fait de l'effet. Avec le recul, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des enfants qui, évidemment, sont arrivés, donc je pense que je suis un peu sortie de ma bulle. Et l'huile de ricin avait quand même arrêté de faire son effet. Et en fait, cet accouchement, à chaque fois, on a toujours un peu plus poussé le déclenchement. Donc finalement, vers 22h, 22h30, on a rompu la poche des os pour accélérer le travail. Et là, une fois que, par contre, la poche des os est percée, là, ouais, les contractions augmentent en intensité. Et tu vois, pour les 2 autres, j'avais vraiment vu la distinction entre j'ai une contraction, je pousse. Là, il n'y a pas vraiment eu de différence. Ça a vraiment été un continuum. Et à un moment donné, je me suis dit, mais là, je suis en train de pousser. Parce que, justement, les contractions, c'était tellement intensifié que, ça y est, en fait, elle était là, tu vois, sa tête était là. Donc, on rompt les membranes. Puis là, Alex, lui, était sorti de la chambre puisque, ça y est, il était avec moi. Et je pense qu'il y a un truc aussi à dire pour cet accouchement. J'ai été très, très seule, en fait. Toute l'après-midi, Alex était au travail. Après, il a été chercher les enfants. Et la sage-femme, elle me disait, t'es tellement indépendante dans la gestion de ta douleur que j'avais pas du tout besoin d'être à côté de toi et de te dire, Marlo, encore une, c'est super. Et effectivement, tu vois, j'étais dans mes endorphines, j'étais dans mon truc. J'avais ma petite gourde, quand j'avais soif, je me prenais un peu d'eau. J'embêtais personne. Et même sur la fin, j'entendais les sages-femmes qui étaient dans la cuisine et qui se marraient. Je pense que j'étais dans le coup, j'étais là, j'en ai marre, faut que ça avance, tu vois. Elle se marrait et tout. Et c'était super parce que, en fait, c'était très joyeux. Moi aussi, je voulais aller me marrer dans la cuisine, tu vois. Donc, on voit la poche des os. Là, le travail s'intensifie effectivement énormément. Et ce que les sages-femmes pensent, c'est que elle n'était pas en postérieur, mais elle a quand même fait le grand tour. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, pendant les 3 heures là où il s'est rien passé, en fait, c'est parce qu'elle faisait le tour. Et c'est que finalement, sa tête appuyait pas vraiment bien sur le col, donc les contractions n'étaient pas efficaces. Donc, on pense que c'est ça qui s'est passé en fait. Et pendant tout ce temps-là, Margot, où c'est long quand même, plus long que ce à quoi tu t'attendais, est-ce qu'il y a un moment donné où le hamster arrive te dire il va falloir transférer, ça fonctionnera pas? Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui monte de cette nature-là, où tu restes dans la confiance malgré le fait que t'es tannée? Oui, je suis tannée. Je reste dans la confiance parce que je sais que j'ai encore la rupture des membranes. Tu vois, de savoir aussi c'est quoi les prochaines étapes qu'on peut faire pour déclencher naturellement. Ça me sécurisait. Puis la sage-femme, elle me l'a proposé avant de rompre les membranes et je disais non, quand même, on va pas. J'étais tannée, mais je voulais pas non plus rusher trop le processus. C'était juste que j'étais tannée à l'intérieur, mais je lui disais non, on lui laisse le temps, ce bébé il va arriver. Parce qu'une fois qu'on rompt les membranes, c'est sûr que
On met du stress sur le bébé, on met du stress sur... c'est plus la même chose, quoi. Mais là, effectivement, le fait de comprendre aussi que mes contractions marchaient plus, que rien n'avait bougé, là, je commençais à m'épuiser aussi quand même, puisque j'avais des contractions depuis déjà... La nuit d'avant, j'avais eu des contractions avec cette latence qui a été longue. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire, là, faut y aller. Juste un petit truc, le strep B, c'était une grosse déception de devoir prendre des antibiotiques, que le bébé ait des antibiotiques alors qu'il n'est même pas encore sorti de mon ventre. C'était très, très, très angoissant. Mais l'avantage d'avoir une perfusion, c'est que quand on est fatigué, on peut nous mettre un peu de sucre, un peu de glucose et tout. Moi, j'avais pas mangé depuis déjà le matin. Il y avait l'huile de ricin et tout. Donc, l'hydratation, c'est chouette, mais c'est bien aussi d'avoir un peu de sucre dans le corps quand même. Alors, même si notre corps est extraordinaire, il faut quand même ça donne un peu de carburant. Donc, pour les autres mamans qui ont le strep B, puis qui disent, oh là là, c'était pas du tout dans le projet, c'est pas ce que je voulais. Empathie à 1000%, parce que vraiment j'étais dans ce cas-là, mais en même temps, peut aussi y avoir du positif au fait d'avoir, tu vois, cette perfusion. Donc, toujours se dire qu'il y a du positif dans tout, quoi. Et dis-moi, être toute seule pendant le travail, ça peut être un avantage parce qu'il y a certaines femmes qui vont apprécier pouvoir être dans leur bulle. Il y en a d'autres qui vont vivre ça difficilement. Ouais. Toi, avec le recul, est-ce que ça a été un cadeau pour toi, cette solitude-là, ou au contraire, avec le recul, tu dis, j'aurais aimé que ça soit autrement? Un peu des deux. C'était un cadeau parce qu'effectivement, qu'on vient de me faire des petites caresses et tout, c'est pas trop mon truc. J'avais pas très envie qu'on me touche là pendant les contractions parce que je les gérais bien, j'étais dans mon truc. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est quand même là avec toi puis qui vit cet attouchement-là aussi, c'est chouette. Des petits mots d'encouragement, c'est sympa aussi, tu vois. Et à un moment donné, il y a une des sages-femmes, la deuxième sage-femme, qui est venue dans la chambre. Elle a dit un truc. Elle a dit, t'as vu comme elle est trop belle là en ce moment. Et elle parlait de moi à l'autre sage-femme. Et ça m'a fait tellement de bien. Parce que, c'est vrai que t'es quand même hyper vulnérable. T'es toute nue à te balader dans ta chambre et tout. Et là, le fait qu'elle ait dit ça, mais ça m'était pas du tout adressé. Ça m'a fait vachement de bien, finalement. C'est resté hyper longtemps, bref. Donc oui, en fait, avec le recul, après coup, je me suis dit, j'aurais peut-être aimé être un peu moins seule, finalement. Et en même temps, c'était un cadeau aussi, parce que j'étais bien avec... En fait, j'en avais pas besoin, un tout petit peu quand même, tu vois. Quand j'ai commencé à sentir que la poussée et les contractions étaient comme un peu mélangées, j'étais sur mon lit, à 4 pattes, adossée sur mon ballon. C'était un pseudo 4 pattes finalement. Il y avait Alex qui était devant moi, puis la sage-femme qui était derrière, à côté de moi. Donc ça permettait vraiment que c'était une bonne position pour que le bébé puisse passer dans le bassin et tout. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit des femmes qui donnent naissance et la majorité d'entre elles sont en partie habillées. Elles ont par exemple un soutien-gorge ou un haut de costume de bain. Et ça arrive de plus en plus souvent que dans les cours prénataux, dans mes rencontres avec mes clients, les femmes me posent la question à savoir, mais là, est-ce qu'il faut que je sois habillée? Et je leur dis, non, les seules qui sont habillées, c'est celles qui se font filmer. Est-ce que j'ai raison, Margot? Oui, tu as raison. Je pense qu'à partir du moment où je suis dans le bain, qui est quand même une étape assez classique, ça y est, après on est nu, puis on est nu. Puis en fait... de toute façon, à partir du moment où la sage-femme, elle commence à t'examiner, ça y est, tu t'enlèves tes vêtements. Puis un soutien-gorge, ça doit tellement être désagréable de se sentir comprimé à ce niveau-là. Surtout qu'on a besoin de respirer et tout. Ah ouais, non. Et dis-moi, les femmes, souvent, ont peur d'être gênées. Est-ce que tu ressentais de la gêne à ce moment-là? Non. Mais en fait, c'est plus ça qui est important. On est vraiment plus dans, est-ce qu'il va me voir, est-ce qu'elle va me voir et tout. Ça n'a plus aucune importance. On est vraiment concentré dans nos sensations, dans notre corps. La nudité, en fait, elle fait vraiment partie de la naissance. Puis c'est drôle parce que ma fille, qui a 4 ans, quand on lui parlait du bébé, elle voyait donc tous les vêtements qu'on avait préparés pour le bébé. Et elle me disait, mais le bébé, il va naître tout nu. Alors je disais, oui, évidemment. Tu vois, on est tout nu. Donc pour faire le lien avec ça, en fait, la douleur, c'est ce qui connecte quand même la maman et le bébé à travers cet accouchement. Le bébé il est tout nu, la maman est toute nue, tout le monde sur le même pied d'égalité, on est super. C'était hyper mignon comme question, mais en même temps, oui, elle a raison, le bébé il est tout nu, alors nous aussi, voilà. C'est une très bonne question, c'est très pertinent. Ouais. Tout à fait. Et là, pendant ce temps-là, les poussées commencent à arriver, mais ce que je comprends de ce que tu nous as raconté il y a quelques minutes, c'est que ça s'est mélangé à travers les contractions finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, la contraction, c'est la vague, ça monte, puis après ça redescend. Donc il y a vraiment eu ce moment où, quand ça montait,
je respirais. Puis quand c'est arrivé au pic finalement de la douleur, là, je me retrouvais, puis je l'ai fait un peu malgré moi. À un moment donné, la douleur était tellement forte que j'ai comme arrêté de respirer. Et en fait, en bloquant ma respiration, ça m'a permis de pousser le bébé. Alex, à ce moment-là, il me disait respire Margot, respire, continue à respirer. Et en fait, il a compris que ça m'aidait finalement je bloque ma respiration, je poussais. Et là, j'ai commencé aussi à faire plus des sons en A, en O, puis à vraiment faire plus de bruit parce que pendant toute la gestion des contractions, j'étais assez muette. C'était plus, je respirais, je parlais au bébé, mais j'avais pas encore ces sons primitifs, graves d'accouchement. Puis c'était une contraction sur 2 à peu près qui était efficace et puis qui était assez longue pour que je puisse sentir la contraction monter, bloquer ma respiration, puis pousser, accompagner le bébé. Donc c'était drôle parce que pendant ces contractions-là, c'est celle qui était un peu moins forte, je dis à sa femme, non, mais c'est pas celle-là, c'est la prochaine, pas celle-là, c'est pas la bonne. Voilà, la poussée a duré à peu près une 30aine de minutes, je pense, donc quand même assez court. Les sages-femmes là-dessus, elles sont géniales, elles mettent des compresses de chaud au niveau du périnée pour pas que ça déchire. J'avais un peu d'huile aussi, donc elle m'a mis un peu d'huile au niveau du périnée. Puis ça, c'est hyper précieux parce que le post-natal immédiat est quand même vachement plus facile quand t'as pas déchiré. J'ai eu la chance parce qu'effectivement, j'ai pas déchiré, puis je suis sûre que c'est grâce aux soins qu'elles ont pris de mon périnée. Donc ça, je suis très reconnaissante. J'avais fait beaucoup de massages de périnée aussi avant d'accoucher. Comme j'ai accouché tard, j'ai eu droit à un bon mois et demi de massage. Ça a bien étiré mes tissus. Et pour ces 3 accouchements, de manière générale, j'avais pas trop d'attente. Parce qu'on peut pas vraiment savoir. Puis ce 3e, ça a encore été ça. Ça a encore été, tu vois, tu pensais, puis finalement, ça a été encore quelque chose de différent. Donc j'avais pas vraiment d'attente et de projet de naissance, de dire je vais accoucher dans l'eau, dans telle position, etc. C'était vraiment plus, je vais voir avec le flow. Le seul truc que je voulais le plus possible, c'était que ce soit moi qui récupère le bébé. Je voulais pas que ce soit la sage-femme qui le prenne puis qui me le donne. Je voulais vraiment, c'est vraiment cette idée, on est ensemble, puis on est tous les deux jusqu'au bout. Et puis c'est ça qu'on a réussi à faire aussi pour Éléonore. Donc c'était super parce que tu sens la tête qui passe. Puis souvent, en fait pour les 3, j'ai réalisé, il y a la tête qui est sortie en premier. Et souvent ils disent attends la prochaine contraction. Mais en fait, une fois que la tête est sortie, mon corps il expulse le bébé. J'attends pas la prochaine contraction. J'ai poussé, puis hop le bébé est sorti. Donc hop la tête est sortie. Puis ensuite je l'ai récupéré. Puis après on est resté collé, serré pendant hyper longtemps, c'était parfait. Puis c'était exactement ça. Récupérer son bébé, il y a vraiment un truc de dingue, de se dire ah ouais, c'est. Et sa femme, elle le savait. Et quand à un moment donné, la tête, elle a poussé 2-3 fois, puis on savait que la tête allait bientôt sortir. Elle me disait bon t'es prête Margot pour récupérer le bébé, tu vois. Pour elle, c'était aussi hyper important que ce soit moi qui le récupère parce que elle savait que c'était que c'était quelque chose que je voulais. Donc ça, encore une fois, c'est hyper précieux d'être bien accompagné, soit par une sage-femme, soit par une doula, ou même par son mari, ou son partenaire, qui dit n'oubliez pas, elles veulent récupérer le bébé. Laissez-lui cette chance, quoi, tu vois. C'est beau. Et parce que là, tu étais un petit peu sur ton ballon, quand tu as senti que la tête sortait, tu t'es redressée? Comment tu t'es organisée? Un peu, c'est ça, exactement. Je me suis un peu redressée. Parce que finalement, c'était un pseudo 4 pattes, j'étais pas avachie sur mon ballon. Le ballon, il me portait au niveau de ma cage thoracique un peu, tu vois, je m'appuyais. Puis, ce qui m'a aussi aidée pendant ces contractions, ce que j'ai pas fait pour les 2 autres, c'est la technique du peigne. Je pense qu'il y a d'autres mamans qui ont entendu ça. Donc, j'avais un peigne dans une main, et quand, des fois, la contraction était vraiment très, très intense, je le serrais dans ma main, donc, on ressent de la douleur, c'est sûr, au niveau de la main, mais ça permet de se centrer quand même pas mal. Puis la poussée, le cercle de feu et tout, ça fait quand même un peu mal. Donc ça aide, c'est une bonne technique. Avoir un petit peigne dans sa... Puis après on l'utilise pas, on s'en fiche, mais donc ça m'a bien aidé. Et pour revenir à ta question, j'étais donc sur le ballon, mais j'étais pas, encore une fois, avachie. Donc quand j'ai senti la tête, je me suis mis un peu en chevalier, en fait. Donc elle est plus née dans cette position de chevalier quand elle est sortie, puis hop, ça m'a permis après de la prendre et de m'asseoir après sur le lit. Wow. Puis ça, c'est extraordinaire à la maison. Tu t'assois sur ton lit et après tu quittes plus ton lit pendant le nombre d'heures ou de jours que tu veux. C'est génial. Extraordinaire. Ouais, vraiment. Et pendant cette période-là où tu as été un petit peu plus vocale, est-ce que les enfants se sont réveillés? Alors non, les enfants se sont pas réveillés. La chambre où j'avais fait mon petit nid était quand même de l'autre côté de la maison. C'était même pas pour les enfants, c'était en plus d'être vraiment dans ma bulle. Mais on les avait prévenus, les enfants. On leur avait dit, vous savez, maman,
ils m'ont vu quand même en travail un peu stone là, dans ma bulle, puis dans mes hormones. Donc, on leur a dit, c'est possible qu'elle fasse des sons, qu'elle ait une voix différente de d'habitude. Mais non, on a eu de la chance, ils se sont pas réveillés. Mais les sages-femmes, elles me disaient que la plupart du temps, quand même, les enfants le savent. Et ce genre de crainte de, oh mon Dieu, ils vont arriver en plein milieu de la poussée, ça arrive assez rarement, finalement. En revanche, ils se sont réveillés à 2h du matin, tous les deux en même temps, ce qui est assez rare. Et là, je sortais de la douche. J'étais au top. L'accouchement était passé. Et donc, ils se sont réveillés et ils ont rencontré leur sœur en plein milieu de la nuit. C'était un très beau moment. Ce qui fait que le matin, quand ils se sont réveillés, ils savaient déjà qu'elle existait. Donc, c'était parfait. Donc, on s'est tous fait un gros câlin, tous les 5. Ils étaient hyper intrigués. Mais tous les soins pour le bébé et pour moi étaient déjà faits. On avait juste gardé je voulais un mini lotus. Je voulais pas garder le placenta accroché au bébé trop longtemps parce que avec les enfants, justement, qui allaient vouloir la prendre dans les bras et tout, cette gestion-là, je la visualisais pas. En revanche, je voulais quand même que les 3 premières heures, s'il y avait pas de problème, qu'elle reste accrochée au placenta. Et donc, Alex, il disait, Joséphine, qui a 4 ans, si tu veux, t'as qu'à couper le cordon. Je fais, wow. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est moi qui ai coupé le cordon, en fait. Parce que souvent, c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Pour Joséphine, ma première, c'est Alex qui l'a fait. Pour Com, mon second, c'est la sœur d'Alex qui était présente dans la maison, s'occuper des enfants. Justement, nous, on avait eu cette crainte pour le deuxième, s'occuper de Joséphine en disant si elle se réveille en pleine nuit puis que je suis en train d'accoucher. Donc Marion, la sœur d'Alex, elle avait vécu l'accouchement, mais sans rien voir. Elle avait juste entendu, en fait, tout ce qui se passait. Elle avait pris plein de notes. C'était un très beau cadeau qu'elle nous a fait après, parce qu'elle nous a offert ce récit d'accouchement. Donc c'est elle qui avait coupé le cordon, parce qu'elle avait été là, ça avait été beau. Et là, pour Éléonore, Alex, il l'avait déjà fait, il disait, moi, c'est bon. Et en fait, le fait que ce soit moi qui coupe le cordon, j'ai trouvé ça aussi hyper émouvant. En fait, on ne demande jamais à la mère de couper son propre cordon, mais là, tu vois, il y a vraiment eu waouh, on a regardé le placenta, on l'a coupé, c'était super beau comme moment. On dit que c'est le jumeau du bébé, le placenta, donc ouais, c'était un très beau moment que moi j'ai coupé le cordon aussi, en toute puissance quand même. Voilà. Et dis-moi justement, la délivrance, la naissance du placenta, comment ça s'est passé? Je pense que c'est la partie que je préfère le moins parce que les contractions sont très fortes, c'est quand même très douloureux et à chaque fois, ça prend quand même du temps. Souvent, ça se passe assez vite. Moi, ça dure 20 minutes, 30 minutes pour délivrer le placenta. Puis là, on a moins de sensations parce qu'il y a quand même un bébé qui est passé, je trouve. Et donc, quand on me dit pousser, je dis ouais, mais je sais plus trop où pousser en vrai et ni comment pousser. Là, pour le coup, c'est de la position gynécologique puisque j'étais assise avec le bébé sur moi. Et donc les jambes un peu relevées et en fait on sent rien, je trouve. C'est par rapport justement à une position accroupie à 4 pattes où là il y a quelque chose donc je sais plus où pousser, je suis un peu désorganisée en fait. Puis à ce moment-là, il y a personne qui t'a offert justement de te remettre par exemple en accroupi ou en chevalier ou à genoux pour t'aider, il y a personne qui a pensé? Effectivement personne n'a pensé, même moi je me suis pas dit attends, je me remets dans une position plus physio pour y arriver. Ouais. Mais oui, après, effectivement, il y a le placenta, on l'a mis dans un petit bol, puis on a attendu. C'est ça, 3 heures à peu près avant de clamper le cordon. C'était très chouette. Je vois que t'en gardes vraiment des beaux souvenirs. Ouais. Et dis-moi, t'as donné naissance donc à 3 bébés à presque 42 semaines. Je suis curieuse. Est-ce que tes bébés avaient des signes de post-maturité? Par exemple, est-ce qu'ils avaient leur peau qui commençait un petit peu à desquamer, leur peau sèche? Souvent, ils ont des petites plaques rouges au niveau de la peau. Pas du tout. Là, Éléonore, elle avait encore beaucoup de vernix pour un bébé. Oh. Il y avait encore du vernix, pour te dire. Puis quand même pas mal. OK. Pour un bébé de quasiment 42. Ouais. En fait, les signes, c'est que elle faisait quand même 3,8 kg et mon fils, il faisait 4,3 kg. Donc, c'était des gros bébés. Mais sinon, pour le reste, ils avaient des ongles longs. Mais sinon, non, pas du tout de signes. Et je pense que c'est pour ça aussi que là, cet accouchement, ce 3e, avec le recul et après tout ça, je me dis, j'aurais dû ne pas déclencher naturellement. Même si à la fin, le projet physio a été respecté, vis-à-vis d'elle, elle n'était pas prête en fait à sortir. Et ça, je le regrette maintenant. Je pense que c'est pour ça que émotionnellement, cet accouchement, j'ai un petit goût amer quand même de me dire merde. En fait, 3 fois de suite, 3 fois où justement le bébé il y a encore un peu de vernix, 3 fois où mon placenta n'est pas calcifié, j'avais encore assez de liquide, le liquide était clair. En fait, moi, je fais pas des bébés qui naissent à 41 ou à 40 ou à 39 semaines. Moi, je vais faire des bébés qui naissent à 42, 43. Donc, si on fait un 4e, la sage-femme m'a dit, si t'es game, tu vas faire tes monitos à l'hôpital, puis à chaque fois, tu dis, non, je refuse.
Il va falloir que je me mine bien. Il va falloir aussi que on sorte de tout ce côté gestion des enfants de garderie, qui c'est sûr à un moment donné te pousse à prendre certaines décisions parce que il y a la vie autour. Mais si on fait un 4e, j'ai écrit tout ça pour m'en souvenir parce que on pense qu'on n'oubliera jamais, puis en fait on oublie. Donc c'est bien je pense, de garder des notes. J'accoucherai dans un monde idéal quand le bébé le décidera parce que là, clairement, elle était pas prête. Et on l'a vraiment poussée. Et puis, on le voit bien, à chaque fois, il a fallu aller encore un petit peu plus loin dans le déclenchement. Même l'huile de ricin, c'est un peu le dernier truc à faire. Même ça, en fait, ça a déclenché. Mais il a fallu après rompre les membranes pour que ça avance, quoi. Donc ça ralentissait finalement quand même un peu à chaque fois. Donc je pense que c'est ça qui fait que cet accouchement il a un petit goût amer quand même. Et après je veux pas cracher dans la soupe et paraître non reconnaissante parce qu'encore une fois le projet physio il a été respecté, accueillir le bébé quand il est sorti aussi. Donc je suis extrêmement chanceuse et extrêmement reconnaissante de toute cette naissance, vraiment. Et de la manière dont ça s'est passé. Ouais. Margot, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. On a eu la chance de partager à travers tes enfantements, à travers tes grossesses. J'aimerais ça qu'on discute un peu ensemble du postnatal. On n'en parle pas beaucoup dans notre société. On a vécu toutes les deux des difficultés, moi y compris, en postnatal, où il y a des moments donnés où je savais même plus comment je m'appelais, là, tellement que c'était difficile puis que je me demandais si j'allais finir par m'en sortir. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager par rapport à ça? C'est de plus en plus doux, je trouve. Plus on met de bébés au monde, plus il y a de douceur. Et pour les mamans qui ont accouché d'un premier bébé puis qui se disent « Oh mon Dieu, le postnatal du deuxième, ça va être horrible », en fait, non. C'est plus doux parce que on sait ce qui va nous arriver. Il y a moins de questions, quoi. Le bébé, il doit dormir sur nous quelques jours, quelques semaines après l'accouchement. Ben, on le fait parce que on sait que pour lui, c'est mieux, puis pour nous, c'est mieux aussi. Puis ces moments hors du temps, pour le premier, moi je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'était du stress, c'était de l'anxiété permanente en étant en hypervigilance et tout. Alors que le deuxième, tu sais que tout va prendre beaucoup plus de temps, mais quelle douceur en fait. Et le deuxième enfant, il amène vraiment ça. Il amène un apaisement sur le postnatal. Et là, le troisième, encore plus. Et puis, il y a un truc aussi, et ça pendant toute la fin de la grossesse, je disais à Alex, mon amoureux, je disais, tu te rends compte, on est en train de créer notre rêve de famille. C'est incroyable. Nous, notre projet de couple, c'était d'avoir plusieurs enfants et de créer cette fratrie. Alors, quand mon fils est arrivé, on a rajouté une personne de plus dans la famille, mais là, Éléonore, ce troisième enfant, on est de plus en plus vers la complétude de la famille et de réaliser ce rêve-là, c'est incroyable. Et dans le postnatal, ça a amené vachement de douceur aussi, de me dire, on revit ça une troisième fois, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, de savoir qu'il y a la chute d'hormones. Là, par exemple, pour Éléonore, jour 3, je me suis vraiment effondrée. Vraiment, pas devant les enfants, mais une fois les enfants couchés, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, quoi. C'était vraiment des pleurs d'enfants presque, tu sais, les sanglots, on n'arrive plus à respirer et tout. Mais déjà, Alexis savait ce que c'était, et de 2, moi aussi, évidemment. Et donc, de savoir que tout est passager, que tout passe, ça, dans le postnatal, c'est hyper important aussi. Et de savoir justement que, on va être triste, c'est normal, et que ça ne remet pas du tout en cause l'amour pour le bébé, la mère qu'on est en train de devenir, pas du tout. En fait, il faut accepter la vague. C'est exactement comme les contractions. On peut résister ou accueillir. Il faut juste accueillir. Accueillir, puis se dire que tout est temporaire, puis que tout va passer. Pour amener cette douceur, justement, à ce postnatal-là. Et comment les deux plus grands, entre guillemets, grands, parce qu'ils sont quand même assez tout petits, comment ils ont accueilli là, votre nouveau quotidien? Est-ce qu'il y a des moments donnés où ils sont irrités par la présence d'Éléonore? Elle est quand même arrivée assez naturellement. Puis, le fait qu'ils soient déjà 2, Joséphine, quand elle est née fille unique. Son frère, quand il est né frère, déjà. Et c'est elle qui a eu la plus grande marche, finalement, à monter, puisqu'elle est de fille unique, elle est devenue sœur. Et là, ça y est, il faisait partie d'une fratrie, alors que mon fils, c'était déjà un frère. Donc là, le troisième, la transition est beaucoup plus facile. Il l'accueille avec beaucoup plus de facilité. Joséphine, quand son frère est né, ça a été vraiment compliqué. Très, 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 très difficile, quand même. Alors que là, c'est beaucoup plus naturel. On a peut-être moins préparé Joséphine pour que, là, j'avais pris plein de photos de quand les enfants étaient tout bébés, dans le porte-bébé, en train de téter, pour leur montrer, c'est ça un bébé. Donc, il va être dans le porte-bébé beaucoup, et il va être aussi beaucoup au sein. Puis, c'est comme ça. Parce que des livres, on en avait lu, mais pour Joséphine, mais c'est comme si les livres, c'était à 2 ans, je sais pas, elle réalisait pas vraiment ce qu'elle allait lui arriver. Là, comme il voyait bébé, il se souvenait pas, évidemment, mais il y avait quelque chose de peut-être plus concret, finalement. Éléonore est tout le temps en porte-bébé quand les enfants sont là. Donc, je savais comment j'allais la gérer aussi. Donc, ça m'a permis de peut-être mieux l'expliquer aux enfants.
Alors que quand Com est né, je savais pas vraiment comment j'allais gérer les deux. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, on était tous un peu pris de court. Mon Dieu, comment on va faire? Parce que nous aussi, on est devenus parents d'une enfant unique, puis là, parents d'une fratrie. Il y a eu beaucoup d'apprentissage de notre part aussi à faire. Et puis, en fait, on n'a jamais essayé de dire c'est de la faute du bébé. Je peux pas parce que là, je m'occupe du bébé. Essayer de trouver une autre manière. Et j'avais lu un truc que je fais là avec Éléonore qui est pas mal. Des fois, Éléonore, elle dort et les enfants me demandent quelque chose. Donc, Éléonore, elle n'a clairement pas besoin de moi. Et je dis à Éléonore, tu me laisses 2 petites minutes, je vais m'occuper de Joséphine. Qui compense finalement toutes les fois où je dis à Joséphine, là, Éléonore a besoin de moi, donc Joséphine, s'il te plaît, je te demanderai de patienter. Donc, c'est peut-être un petit truc qui peut aider. C'est une excellente idée. Ouais. Des femmes enceintes, beaucoup, des femmes en postnatal. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager à toutes les femmes qui écoutent, qui ont un bébé dans leur bedon présentement? Le corps est magique, je pense. Faisons-nous confiance et faisons confiance à l'équipe qu'on fait aussi avec le bébé. Pour rebondir vraiment sur ce que tu disais, l'accouchement, c'est super de se préparer et c'est important, mais le plus important, c'est l'après. Puis l'après, c'est un marathon. Et souvent, on va penser aux premières semaines, même aux premiers mois, mais le marathon, il dure quand même très, 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 très longtemps. Et on va toutes, à un moment donné, taper un mur. Des fois, c'est 4 mois, des fois, c'est 5 mois, des fois, on en tape 2 dans le postnatal de la première année pour vraiment se préparer à ça. Et le mur, tout le monde va le frapper. Et le savoir, je pense que ça aide aussi beaucoup. Donc, se préparer pour le postnatal immédiat, mais aussi pour le 2, 3, 4 mois, 5 mois, même 6 mois. 6 mois, on passe encore notre vie à allaiter. Il y a l'introduction des aliments, on ne sait plus quoi faire. Le bébé, il dort pas encore. C'est rough quand même. Ah oui, absolument. Moi, je dirais première année. Première année, certainement. Puis la première année, même si ça roule mieux, ça reste qu'on a toute une fatigue accumulée. Donc, c'est un marathon de quelques années, finalement. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis pas du tout bien placée pour le dire, mais parce que je vis sur la culpabilité en permanence, mais il faut vraiment être doux, quoi, avec soi, en fait. Et ça, je trouve qu'avec les enfants, ça aide. Tu vois, Joséphine, le soir, et avec comme maintenant, je leur dis, c'est quoi vos 3 gratitudes de la journée? J'essaye de ressentir cette gratitude pour les petits moments. Ça aide à passer à travers les moments plus difficiles. Et apprendre à ralentir. Parce qu'en fait, c'est ça que ça nous amène, le bébé. On ralentit. Tout prend du temps, mais c'est OK. Et ça, c'est une leçon de vie immense. Ouais. Ça va prendre 1 heure pour l'endormir, mais c'est pas grave. Et on a envie de faire plein de trucs, oui, mais ma maison, oui, mais mes trucs, mais mes machins. C'est pas grave. Vraiment, laisser aller. Et plus on a de bébés, je trouve, meilleur on est. La sage-femme, jour 3, elle arrive, et je lui dis, excuse-moi, je veux dire, il y en avait partout, la vaisselle n'est pas débarrassée, les enfants, le petit-déj, je veux dire, bon, il y avait tout sur la table et tout. Et elle me dit, non, mais nous, on adore. Une maison qui est pas bien rangée, c'est un bébé qui est bien nourri. Parce que ça veut dire que la maman, elle a plus passé de temps soit à dormir, soit à s'occuper du bébé, plutôt qu'à ranger. Enfin, voilà, puis c'est pas ça qui est important, c'est pas la maison qui est rangée. Donc voilà, si vous voulez gagner des points avec les sages-femmes, ne rangez pas votre maison, allez nourrir votre bébé. Mais c'est vrai, en fait. On n'y pense pas, mais c'est vrai, on a envie d'être parfaite, là. Tu vois, la fausse inspiration thoracique, plein de choses qu'on fait dans le postnatal immédiat. Je pense que ça, c'est aussi vraiment important de le redire, parce qu'on récupère quand même très, très vite et très, très mieux, finalement, les accouchements. Donc, pour commencer tout de suite à faire des exercices de contraction de périnée dès le lendemain, la fausse inspiration thoracique aussi, c'est une manière de prendre un peu soin de soi, finalement, et de s'aider après pour le reste de la route pour récupérer de l'accouchement. Et au paléo, dans toutes tes vidéos, tu le dis très bien, et je l'ai fait là, et c'est super. Et puis, pas être une superwoman, avoir un peu son mois d'or, quoi. Rester allongé le plus possible. Et je sais que c'est pas facile quand effectivement d'autres enfants à la maison et tout, mais au moins dans la journée, pas essayer d'en faire des tonnes et juste être allongé et se reposer. C'est un magnifique mot de la fin. Exactement. Merci beaucoup, Margot. Merci, Annie. Merci à toi. Plus j'entends de familles me partager leur vécu en lien avec la fin de la grossesse, le stress en lien avec l'approche du 40 semaines et encore plus lorsque cette fameuse date est passée,
plus il m'apparaît clairement qu'il est plus que temps de changer la façon dont on accompagne les familles. C'est assez terrible. Il y a presque 100% des familles, 100% des femmes qui vivent un stress vraiment important lorsque la fin de la grossesse arrive avec la peur au ventre de vivre un déclenchement. C'est extrêmement problématique parce que je crois sincèrement qu'il est impossible de bien comprendre tous les impacts de cette sortie de zone de confort-là, de cette sortie de bulle de bien-être-là en fin de grossesse pour une femme qui va bientôt donner naissance. Donc, il est temps qu'on se questionne par rapport à ça et que l'on trouve des solutions pour laisser les femmes qui ont une grossesse qui se déroule parfaitement jusqu'à 42 semaines, la vivre pleinement zen et pour pouvoir accompagner de façon plus proximale celles qui, malheureusement, vont avoir un parcours où le déclenchement sera nécessaire. Et j'en ai un peu marre d'entendre cette fameuse pression qu'on met sur les épaules des femmes et des familles après 40 semaines lors des échographies de contrôle, même lorsque tout va bien. Ça n'a pour moi aucun sens. Et là, ça se peut que tu te dises dans ta tête, oui, mais Annie, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas non plus tous les impacts que les déclenchements ont sur les bébés, sur les adultes en devenir aussi. Donc, je pense qu'on doit être prudent dans cette sensible balance dans laquelle il y a un équilibre entre la nécessité de déclencher et le fait qu'on puisse simplement accompagner une femme de façon à la laisser prolonger sa grossesse en toute sécurité avec un accompagnement qui ne crée pas d'anxiété par-dessus tout le reste, parce qu'on va se le dire, lorsqu'on arrive près d'une date probable d'accouchement et qu'on la dépasse, même si le milieu est très bienveillant autour de nous, il y a quand même toujours des peurs qui sont là. C'est notre responsabilité en tant que professionnels autour des femmes de surtout ne pas augmenter cette dose de peur-là autour d'elles. Pendant la rencontre, Margot a fait référence à une méditation qui l'avait beaucoup aidée. Alors sache que dans la méthode au paléo, il y a une section dans laquelle tu trouveras des visualisations, des audios en fait qui vont te permettre d'être en état de ressources le plus possible lorsque vient la naissance. Mais ils vont aussi te permettre à te remettre en état de ressources même avant, lorsque pendant la grossesse, tu vis des moments qui sont moins faciles. C'est intéressant le partage à Margot en lien avec le fait qu'elle a reçu des antibiotiques, même si elle a donné naissance à la maison avec des sages-femmes. C'est une question qui revient très souvent de la part des familles, à savoir, mais si j'ai besoin d'un soluté et que je donne naissance avec des sages-femmes, que va-t-il se passer? Alors, c'est aussi simple que ça. Il va se passer exactement la même chose que si tu étais en milieu hospitalier, puisque les sages-femmes sont tout à fait habilitées à poser des solutés. Ce n'est pas un souci. Maintenant, si tu donnes naissance en milieu hospitalier et que tu as besoin d'antibiotiques parce que toi aussi, comme Margot, tu es positive au streptocoque B, alors sache que ces antibiotiques-là ne sont pas donnés en continu. Comme Margot nous le disait, les doses sont données aux 4 heures et je te dirais que ça prend environ une vingtaine de minutes à ce que tout l'antibiotique passe dans tes veines. Donc, entre les moments où il n'y a pas d'antibiotiques, si tu n'as pas d'autres indications médicales pour un soluté, tu peux très bien demander à ce que le soluté soit enlevé et qu'on te laisse une petite veine ouverte, un petit cathéter qui va rester bien en place au niveau de ta veine, mais qui va te permettre d'avoir une liberté de mouvement qui est maximale, puisque tu ne seras pas branché sur ton ami, et là je dis ami entre guillemets, avec le petit poteau là, que tu dois malheureusement traîner partout avec toi. Donc, le fait de devoir avoir des antibiotiques, ce n'est pas du tout une indication pour avoir un soluté branché à toi à tout moment. Et sache qu'il y a dans la méthode au paléo un module qui est dédié aux interventions médicales. Bien sûr, ça ne t'empêchera pas nécessairement d'y faire face, c'est-à-dire que peut-être que certaines interventions médicales seront nécessaires pour toi, pour ton bébé. Cela étant dit, d'avoir les informations, ça va te permettre premièrement de poser les bonnes questions et ça va aussi peut-être te permettre de trouver des alternatives intéressantes. Ce que je ne veux pas idéalement
entendre après que tu aies donné naissance à ton bébé, c'est « Ah, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement ». Donc, le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Ça te permet de décider quelle est la meilleure solution pour toi dans le moment présent. La délivrance du placenta, c'est une phase très particulière de l'accouchement. C'est une phase qui a besoin d'être très chouchoutée. Et malheureusement, présentement, au niveau de notre culture, on n'est pas rendu là encore. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une gestion active de cette phase-là, mais on n'est pas encore beaucoup on met en place des choses pour pouvoir permettre qu'elle se déroule le plus harmonieusement possible. Ça va venir, mais présentement, on n'y est pas encore. Sur Instagram, tu trouveras une série de vidéos dans lesquelles, justement, je te parle de la délivrance du placenta et il y en a même une qui est spécifiquement sur le thème de la mobilisation autour de cette précieuse phase de l'accouchement. Si tu as envie d'avoir accès à toutes les vidéos en lien avec la délivrance du placenta sans avoir à les chercher sur le fil d'actualité de Paléo Naissance sur Instagram, tu as simplement à venir me rejoindre sur la page dédiée à l'épisode et tu pourras y avoir accès directement. Et justement, si tu as envie que je t'accompagne dans ta préparation à l'accouchement, je t'invite à venir jeter un coup d'œil sur la méthode au Paléo qui contient tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te préparer de façon optimale pour la naissance de ton bébé. Évidemment, ça comprend aussi un accompagnement qui est vraiment proximal. Je vais être là pour toi à chacune des étapes pour t'aider à traverser cette expérience-là avec le plus de fluidité possible. Si tu as envie de découvrir mon accompagnement prénatal, je t'invite à t'inscrire dès maintenant aux 11 clés pour une naissance facilitée. Le lien est dans la description de l'épisode et aussitôt que tu auras fait ton inscription, tu pourras commencer ton écoute. Si tu as un tout petit bébé dans les bras ou que tu aimerais te préparer pour la fameuse période postnatale, je t'invite à venir me rejoindre dans la formation gratuite « Les super pouvoirs de ton bébé ». Parce que oui, il y a une formation gratuite en lien avec le postnatal et il y a aussi un programme complet dont Margot nous a parlé, dans lequel je t'accompagne avec, entre autres, des exercices pour toi, pour prendre soin de toi et beaucoup d'outils pour accompagner ton bébé pour qu'il puisse vivre de façon optimale toute sa première année de vie. Je peux donc t'accompagner dans la continuité dès le début de la grossesse jusqu'au premier pas de ton bébé. N'hésite pas à me donner un petit coup de pouce si tu as envie de m'aider à faire connaître davantage le podcast Enfanter librement sans se faire accoucher avec soit une mention 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou tu peux carrément partager ton épisode préféré en story, par exemple, sur Instagram. Je te souhaite une magnifique journée. J'espère qu'elle sera toute spéciale pour toi, que tu vivras des moments de grande qualité dans le ici et maintenant. Et j'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode.